Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 le journal. Voici les titres. Inauguration de l'extension du centre de recherche INRIA-Saclay situé à Palaiseau hier. 2 ans de travaux pour créer 6000 m². Cela permettra d'accueillir de nouveaux chercheurs. Nous étions sur place. Grand Corps Malade était hier soir à l'UGC de Saint-Quentin en Yvelines. Le slammer a présenté son tout premier film Les Patients en avant-première. Un long métrage déjà récompensé de 3 prix au Festival du film de Sarlat. Et puis le Japon est à l'honneur à la maison de quartier Auguste Renoir de Guyancourt durant les vacances. Plusieurs ateliers sont mis en place pour permettre aux plus jeunes de découvrir le pays du soleil levant. On ouvre ce journal avec le président du Sénat, Gérard Larcher. L'Yvelinois a de nouveau défendu François Fillon ce matin sur l'antenne de BFM TV. Il estime que toute sa formation est en ordre de marche derrière le candidat à l'élection présidentielle. Le président du Sénat a également évoqué un accord politique qui devrait voir le jour rapidement avec les fidèles de Nicolas Sarkozy. Ils se sont expliqués, et ça n'est pas illégitime de faire part des difficultés qui ont été rencontrées sur le terrain. Les nier n'aurait aucun sens. Il y a eu débat, il y a eu échange, et aujourd'hui, l'ensemble des parlementaires des groupes Les Républicains sont derrière François Fillon. Il en est de même, je le sais, de la plupart des parlementaires UDI, et d'ici quelques jours, il y aura un accord politique, car le comité politique que je préside, c'est celui des Républicains. Le 14 février a eu lieu l'inauguration de l'extension du centre de recherche INRIA-Saclay, situé à Palaiseau. Les 1200 m² du bâtiment pourront accueillir les 450 collaborateurs de l'INRIA et surtout renforcer le pôle scientifique. C'est en 2002 que naît l'idée de créer le centre de recherche de l'INRIA-Saclay et surtout de l'agrandir. L'idée est enfin devenue une réalité après 2 ans de travaux. Le bâtiment Alan Turing s'est agrandi et fait maintenant 12 000 m². Il y a plusieurs équipes qui étaient logées ailleurs qui sont maintenant dans ce bâtiment. On a aussi des plateformes de recherche et d'expérimentation qui sont installées. Une plateforme de capteurs sans fil, par exemple, FIT, qui est installée ici. D'autres plateformes, des ressources de calcul supplémentaires qui sont dans une salle machine. Et puis un amphithéâtre tout neuf pour recevoir des conférences, des colloques, des réunions, etc. Cette extension permettra d'accueillir 12 équipes du centre INRIA, ainsi que 8 équipes du laboratoire informatique de Polytechnique, l'école Polytechnique qui est partenaire de ce projet comme l'université Paris-Sud. Le but est de créer une émulation entre les chercheurs. La base de ce que nous faisons, c'est de l'excellence scientifique. Il faut qu'on soit parmi les meilleurs au monde. Mais chez INRIA, nous essayons de faire en sorte que cette excellence scientifique, elle ait un impact, c'est-à-dire elle ait un impact ou bien vers le monde industriel, ou bien vers le monde de la société. Parce qu'encore une fois, les technologies que nous développons, elles ont des applications dans à peu près tous les secteurs de l'économie, mais elles ont aussi des applications dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la cybersécurité. Autant de préoccupations qui sont plus des préoccupations sociales que des préoccupations industrielles. Avec ce nouveau bâtiment, l'INRIA souhaite continuer à compléter ses équipes avec des mécaniciens et des chercheurs en sciences. Et cette inauguration intervient au moment où la Cour des comptes a épinglé la mauvaise gestion de Paris-Saclay la semaine dernière. Écoutez la réaction de Michel Bournat, président de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay. La Cour des comptes pointe des faiblesses, mais à côté de ça, il y a des enjeux qui sont positifs pour l'Université Paris-Saclay. Et puis, passer sous silence, il y a tous les enjeux d'aménagement du territoire. Il suffit de voir les grues sur le territoire avec la réalisation des projets de construction pour accueillir les établissements d'enseignement, pour accueillir les étudiants, pour accueillir les futurs habitants, pour accueillir les entreprises. L'interview complète dans le 7-8, les invités du jour. Deuxième édition du budget participatif à Maurepas. Après le vif succès de sa première édition, la mairie a décidé de réitérer l'expérience. La première édition avait débouché sur la construction d'un skatepark. Vous avez jusqu'au 1er mars pour déposer votre projet sur le site internet de la ville. Cinéma à présent, Grand Corps Malade était hier soir à l'UGC de Saint-Quentin en Yvelines. En avant-première, le virtuose des mots a présenté son premier film Les Patients, un long métrage déjà récompensé de 3 prix au Festival du film de Sarlat et qui sera à l'affiche le 1er mars. Un reportage de Mickaël Elmidoro et d'Alice Deschamps.
C'était l'événement hier soir à l'UGC de Saint-Quentin en Yvelines. L'équipe du film Les Patients est venue à la rencontre du public pour présenter sa comédie dramatique en avant-première. Le long métrage réalisé par le slammer Grand Corps Malade raconte l'histoire d'un jeune homme devenu tétraplégique suite à un grave accident. Une histoire tirée de l'expérience personnelle de l'artiste. Tous les personnages du film ont existé, toutes les scènes je les ai vécues. Voilà, seulement moi je m'appelle Fabien dans la vie, le personnage s'appelle Ben. L'idée c'était de... Ça ne m'intéressait pas de faire un biopic sur Grand Corps Malade ou sur ce qu'était Grand Corps Malade avant de faire de la musique. Donc l'idée c'était de rendre le personnage un peu plus universel. Pour mettre en scène le film, Grand Corps Malade a partagé la réalisation avec Mehdi Idir, son ami depuis 12 ans avec qui il a travaillé sur des clips, des documentaires et des courts-métrages. On a vu qu'on était très souvent raccord et qu'on avait surtout un cerveau pour deux. Du coup, ça nous a permis d'arriver en préparation avec nos équipes. On savait déjà exactement ce qu'on voulait faire. Pendant près de 2 heures, le public plonge dans le quotidien du handicap. Le personnage principal, Ben, doit réapprendre tous les gestes du quotidien et accepter sa situation. En parallèle, il se fait de nouveaux amis dans le centre de rééducation. Une histoire qui devrait, selon les réalisateurs, permettre de briser des tabous. Dans le film, à un moment, il y a le personnage de Farid qui dit à Ben, tu verras, au départ, les gens ils te voient que comme un handicapé. Ce sera toujours ta première identité. Et seulement après, ils vont découvrir qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière le fauteuil. Il peut y avoir un handicapé beauf, un handicapé Kaira, un handicapé qui a de l'humour, un gros con, voilà, comme chez les autres, quoi. Et du coup, j'espère que ce film, ce sera un peu ça. Au départ, on est plongé dans le monde du handicap, dans ce centre de rééducation. On apprend beaucoup de choses sur le handicap et sur ce que c'est que le quotidien de personnes qui ne sont pas du tout autonomes. Sortie officielle du film le 1er mars avec l'objectif d'atteindre au minimum 300 000 entrées pour rentabiliser la production. Pour les vacances scolaires, le musée Ramboli-Train à Rambouillet se modernise, à découvrir un jeu sur les lumières et une exposition temporaire qui attire petits et grands. De nuit comme de jour, la gare du musée Ramboli-Train est en marche. Un nouvel éclairage LED, plus proche de la réalité, par des couchers de soleil, c'est la nouveauté pour ces vacances. On a beaucoup travaillé là, ces derniers temps sur le réseau maquette qui se trouve derrière nous, au niveau de la ville, un peu plus loin, sur les éclairages, pour mettre en valeur tout ce beau travail accompli par les maquettistes. Donc on a mis des éclairages LED, on peut changer, en fait, faire varier les couleurs. On peut donner une ambiance lever du jour, une ambiance jour et une ambiance, par exemple, coucher de soleil. Wagons passagers ou wagons remplis de marchandises, l'exposition temporaire pour les vacances scolaires prend place et cache de nombreuses anecdotes. De ces wagons, on prélevait parfois, à chaque fois qu'ils s'arrêtaient dans une gare, les cheminots avaient parfois la mauvaise habitude de prélever quelques litres de spiritueux, de vin qui se trouvaient à l'intérieur. Alors c'était tout simple, on prenait une petite chignole et puis voilà, on perçait un petit trou à l'intérieur, on rebouchait ensuite. Aujourd'hui, on ne trouve plus ces wagons bifoudre ou foudre, mais voilà, c'était intéressant, puis c'est toujours drôle de raconter cette histoire à nos visiteurs, ça leur plaît beaucoup. Le clou du spectacle, la locomotive à vapeur datant des années 50. Un retour en enfance pour certains. Surtout pour les papis, retour en enfance. Si, ça nous rappelle nos enfants, à Noël, le Père Noël a porté les trains électriques. On est venu au musée aujourd'hui parce qu'on voulait occuper notre grand garçon de 4 ans pendant les vacances scolaires. Et comme on habite dans les Yvelines et qu'il adore les trains, on a trouvé sur Internet ce musée. Et voilà pourquoi on est venu en famille. Le musée souhaite à l'avenir s'agrandir et se moderniser pour conquérir les plus jeunes générations. La maison de quartier Auguste Renoir de Guyancourt vous propose de découvrir pendant les vacances le Japon. La ville propose un stage de découverte du pays du soleil levant. Plusieurs ateliers seront proposés aux plus jeunes. Nous avons suivi le premier cours lundi après-midi. Un visage rond ou ovale et de grands yeux expressifs, dessiner un manga, ça s'apprend. Mariko est japonaise et dessinatrice. Elle devient aujourd'hui professeure de manga pour ces jeunes de Guyancourt. On peut savoir beaucoup de choses dans le manga. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses de la vie par manga. L'émotion, les relations des gens. Ça peut permettre l'accès facilement dans le manga. Jusqu'au vendredi, on va essayer de réaliser chacun un petit manga, juste une page. Et ils vont inventer le personnage, chacun. Et puis, on va faire un petit scénario. Arrivé en France dans les années 90, le manga s'est taillé une place de choix dans la culture populaire. 12 adolescents participent à cet atelier. Yusaira et sa sœur sont venus perfectionner leur technique. Moi, j'en ai déjà dessiné, mais je ne connaissais pas les techniques. Donc là, je suis venue ici pour en apprendre plus. C'est beaucoup mieux avec les techniques parce qu'avant, c'était pas très facile.
Le dessin, c'était pas trop mon truc, mais après, quand ma sœur a dit il y a stage manga, j'ai dit bon bah je vais juste essayer. Mais là, quand je le fais, je dis c'est amusant, donc j'aime bien. Au-delà de l'aspect artistique, ce stage se veut une découverte culturelle du Japon. La semaine sera ponctuée d'ateliers cuisine et calligraphie pour tout connaître sur le pays du soleil levant. Et le château de Versailles propose aussi des activités en cette période de vacances scolaires. Une exposition fête et divertissement à la cour est à découvrir jusqu'au 26 mars. Une activité qui fait revivre le château en famille. Reportage de Alice Deschamps et de Mathilde Demilly. Transmettre l'histoire, échanger dans des lieux mythiques, c'est l'objectif de l'exposition Fête et divertissement à la cour de Versailles. Parmi les rois et les reines du château, les enfants abordent l'histoire de façon ludique. Donc on part à la découverte de cette exposition, à la fois on explique l'histoire de ces divertissements et à la fois on les fait participer avec des petits jeux par exemple d'odeur pour la chasse, les remettre dans l'ambiance, avec des recherches dans les salles de certains instruments de musique selon des descriptions. Ça permet aussi de donner un aspect ludique à l'exposition et justement c'est le thème de cette exposition donc ça marche plutôt bien. Mais qui est Marie-Antoinette ? C'est en abordant les portraits, les objets mais aussi les loisirs à travers les salles que les enfants comprennent les habitudes, les activités et même la cruauté de l'époque. Décapitée. Elle a été décapitée, alors guillotinée avec une machine que l'on appelle la guillotine. Ce qui fonctionne bien, je dirais que c'est la partie jardin parce qu'on voit vraiment des jeux, notamment les patins à glace, ça marche bien parce qu'on a un repère aussi par rapport à nos activités d'aujourd'hui, aussi les jeux de société. Voilà, avec les exemples de jeux de Cavagnol par exemple, ils aiment toujours bien jouer avec les petites billes, avec les petites olives, ils se mettent vraiment en contexte. Un cadre idyllique pour s'amuser, mais aussi pour apprendre l'histoire des rois de France dès le plus jeune âge. C'est la fin de ce 7-8, le journal. Bonne soirée à tous.